prostate, on va dire de façon générale, sur les pathologies masculines, et en l'occurrence sur ce qui nous intéresse aujourd'hui sur le cancer de la prostate. C'est quelque chose qui a été fait, qui a été initié sur l'hôpital à l'initiative du service de communication, avec un soutien institutionnel, parce que c'est vrai qu'on a de l'industrie pharmaceutique, où c'est toujours un peu le diable hein, quand on en parle, etc. Pas tant que ça, parce que finalement ils nous aident à organiser des choses à visée éducative pour les patients de façon complètement transparente, puisqu'on ne sait même pas, enfin voilà, on vient vous faire des explications sur le dépistage du cancer de la prostate ou sur les traitements, absolument pas sur les traitements médicamenteux, donc c'est pas l'objet du débat. Et c'est important pour vous que vous sachiez que quand vous êtes face à une prise en charge médicale ou là, quand on fait ce genre d'intervention, on n'est pas dans du conflit d'intérêt pour proposer tel ou tel traitement ou essayer de faire de la publicité pour un traitement versus un autre. Et c'est la raison pour laquelle, du reste, on a choisi pour le programme d'aujourd'hui, le micro ne marche pas super bien, mais je pense que vous m'entendez, non c'est bon, vous avez quoi c'est un peu plus fort. Il faudrait que ce soit plus fort. On entend, on va voir avec ça. Plus dans l'acte de micro. Peut-être que celui-ci, peut-être que celui-ci est vraiment plus fort, peut-être que le son n'est pas terrible. L'idée, si vous voulez, c'est qu'on parle de ces différents traitements de façon à vous expliquer les possibilités. Et on n'est ni dans le cas particulier, ni dans la promotion. Je dis ça avec beaucoup on va dire, de sagesse et de transparence. Il n'est pas question d'essayer de faire croire que oui, c'est un plaisir d'avoir un cancer de la prostate parce qu'on a un super robot ou parce qu'on a un super accélérateur de radiothérapie. Ce n'est pas l'objet du débat. Et c'est important de le dire parce que je vois trop souvent cet aspect un peu marketing qui nous vient peut-être des pays anglo-saxons en essayant d'expliquer qu'on a telle machine incroyable et qu'avec ça, ça donnerait presque envie de se faire traiter d'être malade. C'est pas le discours. Le discours, c'est de dire voilà, aujourd'hui, l'assistance publique des hôpitaux de Paris se dote de moyens considérables pour proposer les traitements, on va dire, optimaux dans le cancer de la prostate, mais comme dans d'autres pathologies. On va vous en parler aujourd'hui. Alors, on m'a demandé de commencer l'introduction en faisant le dépistage du cancer de la prostate. C'est un sujet qui est important et c'est le paradoxe, c'est que c'est un sujet qui s'adresse plutôt à la population générale. Et j'imagine, et je reconnais beaucoup de certains des patients parmi vous, c'est que forcément quand vous êtes là, vous êtes déjà un petit peu plus sensibilisé et on voit déjà qu'il y a un petit biais du message. C'est quand on s'adresse à des gens qui sont déjà soit affectés, soit qui connaissent des gens qui sont atteints d'une maladie, on n'est pas du tout dans le dépistage de masse, on est déjà pour des patients qui sont concernés, qui ont un certain niveau d'information, d'éducation sur une maladie particulière. Et c'est très intéressant de comprendre ça, parce que quand aujourd'hui on a du débat sur un dépistage d'un cancer, c'est de parler de la population générale, ça c'est parler de gens qui n'ont jamais entendu parler. D'accord? C'est exactement comme les greffes d'organes, quand on parle est-ce que quelqu'un est donneur d'un rein, c'est complètement différent de parler de ça à quelqu'un qui a une famille en dialyse et quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de la greffe de rein. Okay, donc les choses sont un petit peu biaisées, mais c'est pas grave, on va quand même en parler. On va en parler d'autant plus facilement que j'ai cru, et c'est le problème de la discussion qu'on a vue, c'est que j'étais persuadé qu'aujourd'hui on avait une journée d'information à viser des médecins généralistes. Donc j'ai plutôt fait un topo qui était au départ destiné à des médecins généralistes, mais c'est pas grave parce qu'ils sont ni plus intelligents ni forcément plus érudits que vous. Et souvent les patients sont d'ailleurs un peu plus au courant de leur pathologie que certains médecins généralistes aussi. Donc ça va être quelque chose, n'hésitez pas à poser des questions, on va essayer de simplifier un petit peu parfois le message. Alors comme je vous ai dit au début, voilà, on a quelques conflits d'intérêts, mais encore une fois, il n'y a aucun de ces partenaires-là qui n'est impliqué de près ou de loin dans le dépistage du cancer de la prostate. Et ce n'est pas tellement l'objet du débat aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de dépistage? Vous avez tous suivi un petit peu la polémique. La polémique était de dire, vous avez d'un côté des urologues, on va dire des médecins, des praticiens, qui prônent un dépistage du cancer de la prostate, et vous avez de l'autre côté des autorités de santé et la Caisse primaire d'assurance maladie, et certains mouvements de médecins généralistes ou d'associations de patients qui vous disent c'est criminel de faire un dépistage du cancer de la prostate. Alors c'est comme tout, hein, il faut être un petit peu mesuré. De quoi on parle? Finalement, si on est contre le dépistage du cancer de la prostate, ça veut dire qu'il faut avoir des arguments solides pour penser que si des médecins proposent ce dépistage, c'est qu'ils y trouvent peut-être un intérêt personnel. Et donc ça sous-entendrait finalement que si on est là à militer contre vent et marée pour le dépistage du cancer de la prostate, peut-être qu'on peut nous accuser alors finalement de vouloir ce dépistage pour un enrichissement personnel, pour notre activité, pour pouvoir se dire, ben voilà, on a un métier, si le dépistage disparaît, le cancer disparaît, on ne va plus vivre. C'est bien évidemment pas le cas, et c'est important déjà de comprendre qu'à la base, le message ne peut pas être faussé, puisque nous-mêmes praticiens, on n'a aucun intérêt spécifique à vouloir dépister plus de cancers sur le cancer de la prostate. On a d'autres pans d'activité, et c'est pas le débat. Mais c'est assez intéressant, parce que se placer contre le dépistage quand on est médecin, c'est un peu compliqué. Se placer contre un dépistage quand on est acteur de la santé publique pour des raisons médico-économiques, ça c'est autre chose. Moi je comprends que la Caisse primaire d'assurance maladie puisse parfois avoir un avis défavorable sur le dépistage, parce que c'est une vision médico, surtout économique de la chose. Et j'ai jamais prétendu être un économiste, donc ça j'en conviens. Et qu'on soit médecin et qu'on soit opposé au dépistage, c'est un peu singulier. Et donc on peut se demander finalement quels sont les éléments qui peuvent pousser à s'opposer au dépistage du cancer de la prostate.
Alors, le premier élément de réponse, c'est que le dépistage dont on parle d'un dépistage de masse. Et le dépistage de masse, c'est pas n'importe quoi. Le dépistage de masse, c'est un dépistage organisé. Ça veut dire, comme pour le cancer du côlon, on reçoit tous à 50 ans un papier dans la boîte aux lettres de la caisse d'assurance maladie qui dit il faut faire une coloscopie pour dépister le cancer du côlon. Les femmes reçoivent la même chose pour le cancer du col un peu plus tôt, pour les mammographies. Donc c'est de dire, voilà, on va faire à toute la population un dépistage du cancer. Et ça, ce dépistage organisé, en fait, il est possible quand la maladie répond à des critères qui ont été définis par l'OMS de façon très récente. Vous voyez, 94, on imagine bien qu'en 94, c'est pas du tout adapté à ce qu'on fait aujourd'hui. Bon, c'est l'OMS, ça a le mérite d'exister. Et l'idée est de dire, il faut dépister une maladie. Quand on peut la dépister, c'est-à-dire qu'on a des outils de diagnostic qui sont simples et qui ne sont pas morbides, qui ne donnent pas de maladie. Donc il faut qu'on puisse la dépister. Mais il faut que la maladie soit grave, parce que ça ne sert à rien de dépister une maladie qui n'est pas grave, parce qu'on va dépister la grippe, ou enfin, dans les exemples, parce qu'aujourd'hui on se rend compte qu'elle est grave, mais est-ce qu'on va dépister une maladie bénigne? Bah non, ça n'a aucun intérêt de le faire, ni d'un point de vue médical, ni d'un point de vue économique. Donc il faut qu'on puisse la dépister, il faut que la maladie soit grave. Maintenant, si vous dépistez une maladie mais que vous ne savez pas la traiter, ou que ça n'a en tout cas pas d'impact thérapeutique, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc il faut que la maladie soit grave, mais qu'on sache la traiter. Et ça, c'est important. Et donc, on a ces éléments-là qui nous font dire d'accord pour dépister une maladie si on est capable de démontrer qu'on améliore la survie et qu'on améliore la qualité de vie des patients. Et ça, c'est du dépistage de masse. Et puis, il y a une question derrière, c'est le côté du coût. C'est très trivial. Et finalement, si vous dépistez une maladie, mais que le coût de la prise en charge de cette maladie est largement supérieur au coût de la maladie métastatique, du décès, etc., et bien un économiste, je ne parle pas d'un médecin économiste, mais un économiste vous dira, ben, il vaut mieux pas dépister telle maladie, il vaut mieux que les patients en meurent, ça coûte moins cher à la société. Ça, c'est la vision très extrême qui, heureusement, ne quitte pas notre société aujourd'hui, mais qui, poussée à l'extrême, permet de dire, bah, finalement, si faire autant d'examens pour avoir un coût incroyable qui n'est pas supportable par notre société n'est pas faisable, au moment de ne pas dépister et laisser les gens mourir. Donc ça pourrait être cette notion économique, vous voyez, qui est quand même complètement singulière, mais qu'il faut prendre en considération. Donc est-ce que le cancer de la prostate, il mérite d'être dépisté? Alors c'est ce que nous ne comprenons pas en tant que praticiens, c'est que bien sûr, c'est une maladie qui est fréquente, 57 000 nouveaux cas par an. Je parle que c'est les chiffres qu'il y a en France, hein, et puis 3 taux de mortalité par cancer chez l'homme. Donc c'est pas rien. On meurt du cancer de la prostate, et bien sûr on répète beaucoup que c'est un cancer qui n'est pas grave, qui évolue lentement, oui, parce que c'est le cas pour beaucoup de types de cancers de la prostate, mais de façon générale, on peut mourir du cancer de la prostate. Et ce qu'on sait, c'est qu'on peut le dépister à un stade précoce et qu'on peut le guérir à un stade précoce. Est-ce que c'est juste le fait de pouvoir le guérir? Pas seulement, c'est le fait de pouvoir, en tout cas, améliorer la qualité de vie et gagner l'espérance de vie. Donc l'idée de dire, ben voilà, on a ces capacités thérapeutiques. Maintenant, est-ce qu'on a un outil de dépistage? Puisque je vous ai dit plus tôt que c'était le principal obstacle, c'est est-ce qu'on peut le dépister? Ben oui. Alors, ce qui est quand même incroyable, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que finalement la mammographie pour les femmes, c'est un examen irradiant qu'il faut répéter très régulièrement, qui doit être lu par 2 radiologues parce qu'on sait ô combien c'est difficile d'interpréter une mammographie, et on ne s'est pas posé la question de l'utiliser comme outil de dépistage, et j'en suis tout à fait à l'aise. Le PSA, ben, c'est un marqueur biologique qui est quand même super fiable, il a des imperfections mais il est quand même très efficace, ça coûte moins de 20 €. C'est pas très compliqué à faire et il faut l'associer à un toucher rectal. Le toucher rectal, c'est juste le prix d'une consultation et du gant ou du doigtier qui va avec. Il y a un peu de vaseline, un demi de vaseline. Donc on est sur des coûts qui sont quand même très faibles, des effets secondaires qui sont nuls. Hein, il y a des examens, quand vous faites une coloscopie, c'est une anesthésie générale, il y a le risque de perforer le côlon, il y a le risque de saignement si on fait une biopsie, bon c'est pas rien. Pour la prostate, le PSA et le toucher rectal, il n'y a pas de risque. Donc on est dans une table de se dire, bah, finalement, pourquoi ne pas le proposer? Et l'argument qui est opposé là-dessus, et c'est vrai, est de dire très bien, oui, vous nous dites qu'il n'y a pas de risque, néanmoins, si on fait des biopsies de la prostate, on peut faire des saignements, on peut faire des infections et on peut avoir des complications. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas négliger cette morbidité-là. Je vous passe là-dessus parce qu'encore une fois, je vous dis c'était plus discuté pour des médecins et il faut qu'on parle de ça. Donc, on a des outils qui existent pour le dépister, on a une maladie qui est potentiellement grave et on a de quoi la traiter. Vous conviendrez que jusque-là, on remplit un petit peu les objectifs pour parler d'un dépistage du cancer de la prostate. Maintenant, il faut être capable de démontrer que le fait de dépister le cancer de la prostate améliore la survie ou la qualité de vie des patients. Et ce dont on a déjà parlé, vous avez forcément entendu parler parce que ça a fait les grands titres des journaux, c'était des études qui étaient sorties, alors maintenant quelques temps, c'était en 2009 qu'elles étaient sorties, donc on est quand même déjà... Alors c'était le premier résultat en 2009, il y a eu 3 ans après une publication de version actualisée, puisqu'en vous faites une étude scientifique, il faut regarder le suivi des patients, et bien évidemment, plus vous publiez votre étude tôt, plus le suivi est court, et après vous allez attendre pour avoir des nouvelles données. Et donc on avait 2 études, il y avait une étude européenne, une étude qui était faite aux États-Unis, qui prenait des patients et on les tirait au sort, soit dépistage, soit pas dépistage, et on regardait si sur le long terme on améliorait leur survie, et les patients qui étaient dépistés mouraient moins du cancer de la prostate que les patients qui n'étaient pas dépistés.
Je vous passe sur tous les biais, les choses, mais il faut quand même savoir que dans l'étude américaine, c'était pas que le dépistage du cancer de la prostate, c'était aussi le dépistage d'autres cancers, il y avait des coloscopies, c'était un dépistage global de cancer, et que du coup, il y a des patients qui n'étaient pas complètement enclins à l'accepter parce qu'il fallait faire pas mal d'examens. Mais bon, peu importe. Et qu'est-ce qu'elles ont montré, ces études? Elles ont montré en Europe que le fait de dépister le cancer de la prostate diminuait la mortalité par cancer de la prostate de presque 30%. C'est la même chose que le cancer du sein, pour vous donner un ordre d'idée. Et dans l'étude américaine, il n'y avait pas de différence. Dans l'étude américaine, le groupe de patients qui étaient dépistés mourait autant du cancer de la prostate que le groupe du patient qui était dépisté. Et c'est ça qui a fait dire à l'époque, à la FDA, la FDA c'est un petit peu comme l'autorité de santé, on va dire, aux États-Unis, mais en tout cas qui a fait dire à la HAS, à l'autorité de santé et à la Caisse primaire d'assurance maladie en France, il n'y a pas d'indication à faire le dépistage, parce que dans l'étude américaine, allez savoir pourquoi, on s'est plus basé sur l'étude américaine qui a quand même 2 fois moins de malades que l'étude européenne, il n'y avait pas de différence significative. Alors je vous passe sur ces courbes-là, qui montraient cette idée-là de diminution de la mortalité. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de patients qui devaient être dépistés, parce que diminuer la mortalité, ça veut dire qu'on va faire un test à plein de patients qui ne seront pas malades, mais c'est l'enjeu. En fait, à l'époque déjà, parce que nous on avait fait cette présentation pour des médecins traitants il y a 1 an, il y a les auteurs de l'étude américaine qui montraient qu'il n'y avait pas de différence, ont eux-mêmes eu l'honnêteté de regarder leurs données, et ils ont dit oui, mais en fait, on s'est complètement bourré, parce que nous, on a tiré au sort des malades. Donc les malades qu'on a tirés au sort dans le groupe dépisté, on les prenait en charge et on leur faisait un PSA tous les 2 ans. Et puis s'il y avait quelque chose, on les traitait. Mais le groupe de patients qui n'étaient pas dépistés, c'est juste qu'on ne les a pas convoqués. Mais on ne leur a pas interdit de faire un PSA à ces malades. Et aux États-Unis, ce groupe de malades-là, quand ils allaient voir leur médecin traitant, ils leur faisaient un PSA. Quand ils faisaient un emprunt pour l'université de leurs enfants, on leur demandait un PSA. Quand ils voulaient acheter une nouvelle bagnole, on leur demandait un PSA. Et en fait, et bien sûr, si le PSA était anormal, ils étaient pris en charge par leur médecin traitant, en dehors de l'étude en fait. Et donc en fait, on s'est rendu compte que le groupe de patients qui était censé ne pas avoir été dépisté avait en réalité eu plus de dosage du PSA que le groupe de patients qui était dans le groupe de patients dépistés. Mais ils n'avaient pas eu des PSA dans le cadre du dépistage de cette étude, c'était dans le cadre de la vraie vie, parce que c'était des gens qui avaient une vraie vie, qui faisaient des emprunts, et puis c'est comme ça aux États-Unis. Donc en fait, on a commencé à se dire, tiens, il y a quand même un biais, et finalement, est-ce qu'on peut vraiment utiliser les conclusions de cette étude? Et pour faire très court, on a eu, et c'est vraiment l'actualité, au mois de septembre dernier, dans une revue américaine relativement correcte, des auteurs de Baltimore, de Johns Hopkins, de d'institutions assez prestigieuses, qui ont ressorti les données de ces 2 essais en regardant exactement finalement qui a eu des PSA, comment, qui a été dépisté. Et en regardant ça, ils sont arrivés à la conclusion suivante, à 2 conclusions. La première, c'est qu'en fait, les résultats d'études américaines, si on regarde les patients qui n'ont réellement pas eu de PSA, sont les mêmes que l'étude européenne. Et à savoir que le fait d'être dépisté par un dosage du PSA et pour un toucher rectal en l'occurrence, diminuait la mortalité de 27 à 32%. Et on retrouve exactement les mêmes chiffres que ceux qu'on avait avant. Et donc ça a été un peu le pavé dans la mare. On n'a pas trop entendu parler en France, parce qu'on va suivre un peu les Américains. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une task force, il y a un groupe de réflexion scientifique aux États-Unis sur le dépistage du cancer de la prostate. Et ils vont réviser leur position là-dessus. Leur congrès est au mois de mai, et je pense qu'on aura des réponses à ce niveau-là. Ce qui m'intéresse, c'est pas tellement de vous montrer les arguments scientifiques, qui sont intéressants, parce que pour nous, c'est la base de notre vie, c'est d'avoir un raisonnement scientifique. On s'en fiche de mes convictions, de celles de mes collègues, de ce qu'on pense, de ce qu'on politique, c'est pas important. Ce qui est important, c'est quel est le rationnel scientifique pour proposer quelque chose. Ce rationnel, il existe, à l'inverse d'une campagne nationale que j'ai du mal à comprendre. Une campagne qui va un peu sur le mode passionnel, qui va dire non, surtout pas ce que je vous disais en introduction, de se dire mais finalement, n'écoutez surtout pas votre urologue, voyons, il cherche son enrichissement personnel, il a tellement envie d'opérer, d'enlever des prostates, que c'est pour ça qu'il vous fait un dépistage. Ça n'a pas beaucoup de sens. Et ça n'a pas beaucoup de sens quand ça vient d'institutions. Et je vais être un petit peu provocateur, ça n'engage que moi, hein, ce que je vous dis n'engage pas du tout ni le service ni la PHP. Quand on donne la plaquette de la Caisse primaire d'assurance maladie, qui est censée informer sur le dépistage du cancer de la prostate, qu'est-ce qu'elle vous dit cette plaquette? Elle vous dit, je l'ai mis en fluo, et oui, il ne faut pas faire du dépistage à tout le monde, mais par contre, si vous avez une difficulté à uriner, des besoins plus fréquents d'uriner, éventuellement il faut y aller. Première chose qu'on ne comprend pas, ces symptômes-là sont les symptômes de l'hypertrophie bénigne de la prostate, quand on est gêné pour pisser par une prostate qui est un petit peu grosse. Ce ne sont absolument pas les symptômes du cancer de la prostate. Donc on se dit déjà, si la Caisse primaire d'assurance maladie et le Collège des médecins généralistes de France expliquent aux patients qu'il faut avoir peur du cancer de la prostate quand on est gêné pour uriner, déjà on n'a pas du tout rempli notre mission d'information grand public, parce que ce sont 2 maladies qui n'ont rien à voir. Donc déjà, première surprise. Et je vous ai mis le titre de la plaquette, c'est bien le dépistage du cancer, c'est pas la maladie de la prostate. La deuxième chose, c'est que vous voyez, il y a un grand encadré qui dit attention,
on va vous parler de faire des biopsies de la prostate, il y a des complications. Et dans 37% des cas, il y a de l'hémospermie. Alors l'hémospermie, c'est quoi? Quand vous éjaculez, c'est un peu marron pendant 2 semaines. Est-ce que c'est réellement une complication? Est-ce que ça mérite finalement? Parce qu'on voit ce mot-là, il n'est pas tellement expliqué. Ce qu'on retient, c'est quoi? C'est qu'il y a quand même des complications, c'est quelque chose de grave. Et moi, je pense que ça, c'est quelque chose de militant. On n'est pas dans l'information scientifique. Le vrai problème des biopsies de prostate, c'est un risque infectieux qu'on essaye de contrôler, sur lequel on travaille beaucoup. C'est moins de 1% des cas. Et c'est marqué en 3e, fièvre, 1% des cas. Là, ça, c'est un vrai risque et c'est un vrai enjeu. Et notre rôle, c'est par exemple de développer des outils comme l'IRM, etc., pour faire moins de biopsies, pour faire moins souvent des biopsies. C'est clair. Mais l'hémospermie, le fait d'avoir une urétroragie, c'est-à-dire le fait d'avoir une goutte de sang qui coule à l'extrémité de la verge ou dans les selles pendant 24 heures, est-ce que c'est une complication? Non, c'est un événement à informer, c'est un effet indésirable, mais ce n'est pas une complication. Donc vous voyez, là, on est déjà dans les choses qui sont un petit peu partisanes. Et puis il y a ce tableau-là, où on vous explique que sur 1 931 800 patients qui sont dépistés, donc vraiment comme si on était un peu des sauvages à faire un génocide sur 2 millions de malades, et bien vous voyez en bas, on vous explique, voilà, il y en a 11 000 qui vont être traités, et il y en aura 5 800 qui auront eu des complications, par notre faute. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est faire des complications. Nous, on veut prendre des patients, puis on veut avoir des complications, parce qu'on adore les complications. Et ça, c'est ce qui est marqué, c'est le tableau. Et ce qui n'est pas marqué dans le tableau, ben, c'est qu'au départ, il y en a 430 qui ont été sauvés du cancer de la prostate. Alors bien sûr, on voit qu'on n'est pas très très bon, j'en conviens parfaitement, puisqu'il faut dépister 2 millions de patients pour en sauver 430. Mais c'est pas parce qu'on ne sait pas les sauver, c'est parce que la maladie, heureusement, ne touche pas tous les gens, et que si on avait une maladie qui était beaucoup plus fréquente, encore plus que le cancer de la prostate, ces chiffres-là seraient plus importants. Donc par définition, quand vous faites un dépistage, vous dépistez quelque chose qui ne touche pas tous les membres d'une communauté, sinon c'est plus du dépistage, c'est de la prédisposition génétique, d'accord? Donc dans ce tableau-là, on insiste sur les complications, et je vous mets ça un petit peu comme transition, puisque mes collègues et mes confrères après vont vous expliquer quels sont les traitements qu'on peut proposer, avec comme simple objectif de réduire les complications. Alors non pas qu'on n'ait pas pour objectif de guérir le cancer, mais c'est juste que guérir le cancer, on sait le faire déjà depuis pas mal d'années. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est le guérir avec moins de complications. Et vous voyez, l'idée, là où on met l'accent est assez importante. Et puis je conclurai un petit peu en disant, si on veut rester économique avec la Caisse régionale d'assurance maladie, on a envie de dire à la Caisse régionale d'assurance maladie, oui, peut-être qu'on coûte un peu cher avec nos biopsies et nos IRM, mais aujourd'hui, toutes les industries pharmaceutiques développent des dizaines de médicaments dans le cancer de la prostate métastatique, et là on est véritablement sur un coût. Vous voyez, le coût pour l'assurance maladie il y a 2 ans, des 3 traitements qui avaient été validés dans le cancer de la prostate, on est pour chaque traitement à plusieurs dizaines de millions d'euros par an. Donc si vous arrivez à diminuer le risque de cancer métastatique, et c'est ce que je vous ai mis là, à ce moment-là, vous avez un bénéfice. Et effectivement, ce que je vous ai expliqué, c'est que quand on a arrêté le dépistage du cancer de la prostate, ou en tout cas quand on a, non pas qu'il ait vraiment été débuté, mais quand on a commencé à mettre un petit peu la roue dessus et à expliquer qu'il ne fallait pas le faire, on a observé une augmentation de l'incidence des formes métastatiques du cancer. C'est-à-dire qu'on n'était plus capable de diagnostiquer à des formes localisées, mais à des formes qui étaient un petit peu avancées. Alors, quand je vous dis ça, ça peut paraître un peu, pour le coup, moi aussi un peu militant, parce que finalement, je vous ai livré une information scientifique sur le résultat des 3 études qui existent sur le sujet, mais je vous ai aussi donné mon opinion. Et mon opinion, elle est du praticien un petit peu choqué quand on a certains cancérologues qui vont faire la publicité pour ne pas dépister un cancer. On a envie de se dire, c'est quand même bizarre. C'est comme si on vend des voitures et qu'on fait la publicité pour un Dago, pour les fils de vélo. Enfin, c'est pas logique. On se dit finalement, notre métier il est quand même d'empêcher que les patients arrivent à un stade avancé de la maladie. Et donc on peut se poser la question des motivations de ça. Et je vous ai dit pour la Caisse régionale d'assurance maladie, je peux comprendre, il y a une notion économique qui m'est un peu étrangère. En revanche, il faut savoir se remettre en question. Alors on s'est remis en question sur 2 niveaux. Premièrement, c'était les outils de dépistage. Est-ce que ça a encore du sens de faire des biopsies à tout le monde dès que le PSA augmente un petit peu et de faire 12 biopsies, 15 biopsies, 20 biopsies et de les refaire tous les 6 mois? Assurément non. Et notre rôle, ça a été de développer et d'aider à développer des nouveaux outils. Et vous savez, c'est qu'aujourd'hui, dans le cancer de la prostate, avant d'en arriver aux biopsies, on a d'autres marqueurs qu'on peut faire sur des prises de sang. On fait des index Phi par exemple, ou des pro-PSA. On va faire des IRM de la prostate. Ça ne règle pas la question du tout. C'est vrai que l'IRM, ça coûte un petit peu cher, mais pas si cher que ça par rapport à une maladie avancée. Et surtout pas si cher que ça si on peut éviter de faire des biopsies. Parce que quand on a une indication un peu limite, qu'on pense que franchement il y a peu d'inquiétude et qu'en plus l'IRM est strictement normal, eh bien oui, on est capable de surseoir aux biopsies. Et donc ça, c'est le premier volet. On peut améliorer notre pratique en améliorant le dépistage. Le deuxième volet, il est très simple. Il est de dire, le fait de dépister le cancer de la prostate, finalement, est-ce qu'il y a une raison de ne pas le faire? La seule raison qui peut être du coup opposée avec ce que je vous ai dit, c'est de dire oui, très bien, vous m'avez donné que le bon côté des choses,
Mais n'empêche que, moi je connais des gens qui ont été traités, qui sont incontinents, qui ont plus de vie sexuelle, qui ont des douleurs rectales, qui ont une qualité de vie qui est atteinte par le traitement et qui ont du coup des effets secondaires. Et ça, il ne faut pas le nier. Donc quel est notre rôle en tant que praticien? Il est d'agir sur deux leviers. Le premier, c'est de développer des outils thérapeutiques qui donnent moins d'effets secondaires. Et c'est ce dont mes collègues, dont Arnaud Méjean et Philippe Giraud, vont vous parler juste après, aussi bien d'un point de vue chirurgical que d'un point de vue de radiothérapie. Le deuxième volet, c'est de mieux comprendre l'histoire de la maladie. Et en l'occurrence, de savoir que, par exemple, il y a certains cancers de la prostate qu'on va dépister, parce qu'il n'est pas question de passer à côté, mais pour lesquels on va voir qu'il s'agit de cancers indolents, peu agressifs, de bas grade, chez des gens qui sont par ailleurs un peu âgés ou pas, hein, ça peut très bien être des cancers peu agressifs à 50 ans, et qu'on va être capable de surveiller. Autrement dit, le message clé pour nous est de dire, dépister, ce n'est pas synonyme de traiter. Et il y a des patients, et peut-être qu'il y en a parmi vous, qu'on a dépisté d'un cancer de la prostate, mais pour lesquels on a exposé, de dire, ben voilà, vous avez un cancer qui est très peu agressif, probablement que vous n'allez pas mourir de ce cancer-là, mais d'autres choses. Donc pour l'instant, ce que je vous propose, c'est, on ne va pas vous embêter, vous n'allez pas avoir un traitement qui ne sert à rien, on ne va pas impacter votre vie sexuelle, vous allez vivre avec ce cancer, mais on va le surveiller de très près, et si on voit qu'il évolue, là, à ce moment-là, on vous proposera un traitement. Et ça, c'est les choses qu'on fait depuis à peu près 4-5 ans, qui nous permettent aujourd'hui, de façon très sereine, de dire on peut augmenter le dépistage du cancer de la prostate, on peut essayer de plaider pour la généralisation du cancer de la prostate, sans pour autant traiter tout le monde et traiter de façon inutile des patients qui n'ont pas besoin d'être traités. Mais ça nécessite tout de même de développer aussi des nouveaux marqueurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même obligé de faire juste des biopsies ou de faire du PSA pour voir ça. Et on a des choses qui se développent, par exemple d'analyser le génome, c'est-à-dire de regarder les gènes qui sont exprimés dans le cancer pour voir si c'est un cancer qui va être agressif ou qui ne va pas être agressif. C'est essayer d'être prédictif, de prédire ce qui va se passer et de savoir si la maladie va évoluer. D'accord? Donc l'idée, c'est de dire, voilà, nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de vous dire, on a vraiment envie de militer pour le dépistage à la lumière des études que je vous ai montrées, qui ont vraiment changé la donne. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut surtraiter les patients. C'est sûrement pas pour ça qu'il faut opérer tous les patients. Il y en a plein qui ne doivent sûrement pas être opérés. Il y en a plein qui ne doivent pas être traités. Et d'ailleurs, les urologues comme les radiothérapeutes et les oncologues médicaux, surtout en France aujourd'hui, sont leaders dans le développement de nouvelles techniques. Alors, nouvelles techniques, il ne faut pas après venir en consultation de santé, mais moi j'ai lu, on peut faire de la photo, machin, etc. Non, non. On peut tout proposer, mais pas à tout le monde. Et il y a des cas qui sont très très limités, on peut en parler un petit peu après, de traitements qui sont adaptés aux uns et aux autres. Mais justement, notre rôle, c'est d'adapter ça pour ne pas faire du surtraitement. Et en revanche, le surdépistage n'existe pas. On ne pourra jamais vous reprocher d'avoir surdépisté, d'être trop prudent. D'accord? Ce qu'on peut reprocher, c'est d'avoir fait de ce dépistage ensuite une conclusion hâtive et d'avoir traité des patients qui n'auraient pas dû être traités. Voilà, je crois qu'on va pouvoir passer du coup. Les recommandations, on s'en fiche, il y a de l'AFU de 2016. Le responsable à l'Institut française d'urologie édite des recommandations de cancérologie. Le responsable du comité de cancérologie de l'AFU, c'est Arnaud Méjean, qui est ici même, et qui a d'ailleurs, sous son initiative, décidé non pas de faire comme avant, des recommandations tous les 3 ans, ou même avant c'était tous les 5 ans, mais de faire désormais des recommandations tous les 2 ans réactualisées annuellement, parce qu'on se rend bien compte qu'on va faire des choses de plus en plus abouties, et on voit qu'aujourd'hui, la recommandation, elle plaide pour des nouveaux outils de dépistage, pour faire des choses de façon mesurée, avec un peu de tact et mesure, mais surtout pas laisser passer les patients qui peuvent avoir une maladie grave. Parce que je vous assure que nous, on en voit de plus en plus, et c'est la constatation de beaucoup d'urologues de se dire, on voit à nouveau des patients qui arrivent avec des maladies avancées, qui nous disent, oui mais moi, mon médecin, ou j'ai lu que, ou ceci, cela, m'a dit qu'il ne fallait pas faire de PSA, qu'est-ce que vous croyez docteur? Est-ce que si je l'avais fait il y a 5 ans, on aurait pu? On ne sait pas quoi répondre, on ne sait pas, l'histoire de la durée de la maladie, on ne la connaît pas. Est-ce qu'il y a 5 ans, on aurait pu sauver? Je ne sais pas, mais n'empêche qu'on aurait bien aimé savoir et répondre à cette question. Voilà, je vous remercie.